Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce jeu, c'était podcast dans lequel j'aurai l'immense plaisir de retrouver Philippe Dehaas en direct depuis la Chine. Il va nous partager tout ce qu'il a vu et entendu lors du China Open, ce tournoi WTA 1000 où la joueuse qu'il coach, Grete Minen, eh bien, a très bien performé puisqu'elle n'a perdu qu'au troisième tour. Et puis avec Philippe, on évoquera ce qui a animé la planète tennis ces 2 dernières semaines. Soyez les bienvenus. Salut Phil. Salut Christelle, ni hao. Ni hao. T'as vu mon accent? C'est impressionnant, non? J'ai Ni dit. hao. Ouais. Et les Chinois ont l'air d'avoir un petit peu du mal à accepter mon appli de liaison, Oui, ça téléphonique. c'est vraiment un enfer en Chine. Il faut fonctionner avec des VPN, tu vois, parce que le gouvernement bloque énormément d'applications, notamment WhatsApp, Zoom et toutes ces choses-là. Donc il faut trouver un peu des subterfuges pour passer à travers. Ah oui. Oui, ça c'est vive le communisme, hein. Christelle, bienvenue en Chine. Mais bon, en, 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 Oui et en j'espère qu'on chipotant, on pourra trouve toujours t'entendre les moyens quand convenablement même. parce que de temps en temps, ça saute. Donc voilà, j'espère qu'on aura une bonne connexion. À mon avis, je ne suis pas la seule à être contente de te retrouver, Phil. Certaine que les auditeurs ont hâte d'entendre tout ce que tu as à nous raconter, depuis, Pékin. Alors tu t'es envolé il y a une dizaine de jours pour effectuer cette tournée asiatique avec Grete. Ça fait, c'est la quantième fois que tu vas, sur une tournée asiatique comme ça? Oh, c'est que la deuxième fois. La première fois, c'était avec Daria Kazatkina en 2018. C'est des gros tournois, hein, c'est des Masters 1000. Donc, enfin, il y en a deux en tous les cas, Pékin et puis la semaine prochaine Wuhan. Et après, tu peux un peu chipoter entre, parce que, donc, pour rappel, maintenant, les Masters 1000 se jouent sur 10 jours. Donc, commence le lundi, termine le mercredi de la semaine qui suit. Mais donc, si tu perds première semaine, bien la deuxième semaine, tu n'as rien. Donc en général, tu jongles. Donc en fait, Kate Minen, elle aurait potentiellement pu jouer la deuxième semaine de Wuhan, le 125 de Hong Kong, qui commence aujourd'hui. Les qualifications commencent aujourd'hui. Mais grâce à sa bonne performance, celui-là saute. Donc on part demain à Wuhan, qui est l'autre Masters 1000. Si elle perd première semaine, on ira sur un 250 à Hong Kong. Et puis si elle prend premier tour, on terminera encore, on reviendra en Chine pour un dernier. Ça dépendra un tout petit peu. Mais il y a moyen de jouer, de terminer l'année avec 8-10 semaines en Chine. Enfin, Chine ou Japon, quoi. On va évoquer les performances de Grete, juste après, mais par rapport à cette tournée asiatique, elle arrive après l'US Open, c'est la dernière grosse ligne droite avant la fin de l'année. Ils sont un peu, cuits les joueurs, en arrivant là où il y a je parle des joueurs et des joueuses où il y a quand même 2 gros tournois. Alors oui, donc certains, certains n'ont plus rien à gagner. Et ça, ce sont des joueurs qui sont potentiellement des bons tours parce qu'ils terminent la saison. Il faut savoir que sur les Masters 1000, ben, les 50 premières au monde sont obligés de jouer. Donc quand la saison est terminée, je pense à Paolini aujourd'hui qui perd et c'est pour moi une surprise. Mais il y en a quelques-uns et quelques-unes qui terminent l'année un peu en roue libre entre guillemets, mais il y en a beaucoup qui ont encore beaucoup de choses à gagner. Je pense aux filles qui se battent pour les derniers tickets du Masters. Donc ça, c'est vraiment le haut du panier. Il y en a trois quatre qui sont potentiellement encore qualifiables pour le Masters. Et puis, je pense à la deuxième partie, c'est toutes celles et tous ceux, pardon, qui sont potentiellement tête de série en Australie. Et je pense notamment à Elise Mertens, par exemple, qui a intérêt à faire une bonne fin de tournée parce qu'elle a son objectif, c'est de terminer dans les 32 meilleurs pour être tête de série en Australie. C'est quand même bien d'être tête de série en Grand Chelem. On évite fatalement les cadors, donc ça reste intéressant. Donc il y a effectivement cette fin de saison qui arrive bah, en fin de saison, donc tard. Tout le monde est fatigué, mais certains sont encore très très motivés. Donc il faut vraiment avoir comme à chaque fois, tu me diras, mais quand même un peu de chance dans le tirage. Au niveau de la surface sur laquelle se jouent ces tournois, c'est, un petit peu comme en Australie ou comme, en indoor ici en Europe quand ils reviennent, pour la dernière partie avant, les Masters, c'est quoi? C'est un green set, mais c'est chaque fois du green set ou similaire, mais c'est quand même chaque fois spécifique. Donc ici, euh, certains terrains sont un peu plus rapides que d'autres d'après les joueurs.
Euh, Élise, je repense à Élise parce que je l'ai vue, elle me disait que c'était trop lent pour elle, qu'elle avait du mal, et d'ailleurs aujourd'hui elle est tombée aujourd'hui, enfin elle est pas passée contre Buxa, une Espagnole qui joue pas incroyablement bien, mais qui fait pas de faute, donc probablement qu'elle a pas réussi, ça s'est confirmé, elle a pas réussi à être suffisamment agressive parce que la surface est quand même relativement lente. Donc voilà, c'est à la fois similaire et à la fois un peu différent quand même, parce que le contexte change aussi. Ici, début de semaine, il a fait quand même très très chaud. Après, maintenant, beaucoup plus humide. Donc voilà, c'est jamais vraiment la même chose. Il faut toujours s'adapter. Mais on parle de dur extérieur, quoi. Ça se rapproche vraiment très fort de l'Australie, quoi. Alors en Australie, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense qu'on parle, c'est du Rebond Ace, le nom de la surface. Tu contrôleras peut-être que je Oui. dis une énorme bêtise, hein, Non, non, je confirme. mais ça se rapproche du green set qui est un tout petit peu plus dur quand même. Mais disons que le rebond est quand même assez similaire. Ce qui peut jouer, ce qui peut changer, c'est la balle. À l'US Open, par exemple, il joue avec la Wilson US Open, qui est une balle qui gicle, qui va très vite, qui, quand elle s'use, se rétrécit un tout petit peu et est très difficile à contrôler. À Wimbledon, il joue avec des Slazenger, qui est une balle qui est beaucoup plus lourde, qui ne perd pas quand elle s'use. Voilà, la balle a pour moi plus d'influence alors la surface a aussi de l'influence, bien évidemment, mais on ne passe pas de quelque chose d'extrêmement rapide à quelque chose de complètement lent, tandis que sur une US Open, par exemple, est complètement différente qu'une Slazenger à Wimbledon. Donc là, la différence est quand même plus importante. Et là, alors, en Chine, on joue avec quel type de balle? Il joue avec des heads. Alors, et ici en Chine, comme dans les grands chelems, il y a les balles pour les hommes et il y a les balles pour les femmes. Donc la balle pour la femme est un tout petit peu plus grosse et un tout petit peu plus lente. Bon, voilà, ça, certaines filles comprennent pas. Moi non plus, je comprends pas pourquoi on change les balles. C'est pour moi ridicule. Mais bon, voilà. Donc ici, quand on va demander les balles, c'est toujours balle pour les filles, balle pour les hommes. Il faut spécifier. Oui, parce que ça a tendance alors à ralentir un petit peu le jeu si c'est plus gros. Oui, 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 je ne sais pas d'où vient cette règle. Moi, je ne la comprends pas. Donc, celui qui l'a inventée, je voudrais qu'il m'explique la raison pour laquelle la femme doit jouer avec une balle différente. Aujourd'hui, je pense que c'est pas, elles ont des compétences athlétiques suffisamment bonnes pour jouer avec enfin, avec une balle de tennis, quoi. Enfin, c'est pas une balle d'homme, une balle de femme. Pour moi, c'est un peu irréel, ce truc. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. On en a déjà pas mal parlé, mais il y a beaucoup de différences encore, hein, sur le circuit féminin, masculin, dans la programmation des compétitions. Quand tu regardes le calendrier des filles, elles ont peu de tournois, voire pas de tournois. Les hommes en ont 4-5 par semaine. On sait que les prize money sont sensiblement différents, à part en Grand Chelem. Donc, il y a quand même, il y a encore vraiment encore une différence entre les deux. Ça, c'est la réalité. J'espère qu'un jour, ce décalage va se résorber, mais en tous les cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Ce qui n'est pas différent en soi, c'est la longueur de ces WTA 1000, hein, de ces Masters 1000 pour les hommes, qui, s'étalent, tu l'as dit tout à l'heure, sur 10 jours. Ici, on en est au 8e de la saison. Il y a eu Doha, Dubaï, Indian Wells, Miami, Madrid, Rome, Toronto, Cincinnati et puis, la Chine. Tu en penses quoi, toi, de ces formats plus longs? Ben, la raison pour laquelle ils l'ont fait est très simple. Ils l'ont fait parce que c'était l'unique manière pour eux de pouvoir garantir que les têtes de série, ou en tous les cas ceux qui font les quarts, les demi et les finales, ont le temps d'arriver la semaine qui suit. Quand ils s'enchaînent, je pense notamment à Rome et Madrid. Donc la seule façon pour que tout le monde joue, c'était d'allonger le temps de le temps d'organisation de ces compétitions. C'est de nouveau une règle qui est faite pour avantager les meilleurs. J'en pense rien. Moi, je coach une fille qui est 80 au monde. C'est un désastre. C'est un désastre pour l'ensemble du tableau, hein. Je veux dire, à part les grosses têtes de série et les gars qui sont sûrs d'aller en demi ou en finale, tous les autres, tous les autres, ils peinent. Moi, je les vois ici tourner en rond. Ceux qui ont perdu premier tour, ils doivent attendre 10 jours. Mais c'est 10 jours d'entraînement dans des conditions qui sont quand même particulières. Tu as droit à un terrain par jour. Si tu veux aller seul avec ton coach, c'est 9 heures du matin, enfin 8 heures ou maximum 9 heures du matin. Après, tu n'as plus de terrain
ou on te renvoie l'après-midi à partir de 17h. Euh, Après le deuxième jour, tu dois partir. On te met dans un centre d'entraînement un peu plus loin ici en te disant, ben voilà, alors les conditions sont OK, hein, il y a des terrains, ils te donnent à manger et il y a un hôtel, mais je veux dire, ça coûte de l'argent parce que il faut loger ton équipe, etc. Donc, c'est, quand on est en Europe et qu'on peut rentrer à la maison, c'est pas du tout un problème, mais sur des tournées comme celle-là, il vaut mieux être bon. Il vaut mieux être bon, il vaut mieux gagner des matchs. Nous, on a eu la chance, Crete a gagné 2 matchs, donc elle en a joué 3, donc c'est un jour sur 2. Donc ça veut dire que le tournoi pour elle a commencé mercredi. Hein, donc elle a joué mercredi, ben, jour de récup jeudi. Elle a gagné vendredi, jour de récup samedi. Elle a joué dimanche, perdu dimanche. Aujourd'hui, on a été se balader, on a été voir la Grande Muraille de Chine. C'était assez exceptionnel. Et puis demain, on part à Wuhan. Donc on a quand même une semaine qui est bien remplie, bien complète. Et puis très vite arrivera le suivant. Elle a eu de la chance, mais si tu fais pas troisième tour, c'est vraiment pénible à vivre. Oui, et tu parles de ça et j'ai envie de rebondir sur le petit message que vient de laisser Caroline Garcia sur son compte Instagram où elle annonce qu'elle met fin à sa saison 2024 parce que bon, elle évoque une blessure dont elle n'arrive pas vraiment à se débarrasser, mais je pense que ça c'est plutôt un prétexte. Elle évoque vraiment les difficultés mentales auxquelles elle fait face depuis quelques mois euh, et, euh, et c'est vrai qu'elle avait été au sommet, depuis quand elle a gagné le Masters. Après, on ne l'a plus beaucoup vue, hein, Caroline, mais ça peut être, comme tu l'expliques là, comme on voit à quel point, à ce à quoi ressemble la réalité, ça peut être simplement une conséquence de tout ça. Alors moi, j'invite vraiment les gens, c'est facile à retrouver sur le net, hein, mais de lire le texte qu'elle a écrit parce que je le trouve très sincère, je le trouve plein de profondeur, plein de justesse, et je trouve qu'il est le témoignage de ce que vivent les joueurs de tennis, filles ou garçons, et ce qui explique aussi, et ça ressort de plus en plus, les nombreux joueurs qui ont des difficultés d'épanouissement, des difficultés mentales, dont certains tombent d'ailleurs en dépression. Et je trouve que dans son texte, on comprend la raison pour laquelle c'est compliqué. Elle dit notamment que c'est fatigant d'être jugé et évalué à travers des résultats de tennis. Et ça, mais elle parle de son expérience. Elle a 30 ans, mais c'est la réalité des jeunes qui se développent dans les centres d'entraînement, dans la fédération, où c'est là, pour moi, il faut faire un travail énorme. Et des filles comme Caroline Garcia devraient partir à l'encontre de ces jeunes et de ces fédérations et des parents pour que les gens entendent l'énorme difficulté. On voit souvent hein, le beau côté, Christelle, les grands chelems, tu vois, les fastes, tout ce qui a l'air un peu, je dirais, bling bling, mais à l'intérieur, il y a énormément de difficultés. Elle explique très bien aussi, finalement, ce que je viens de te dire tout à l'heure, c'est que tu recherches toujours quelque chose de plus. Quand tu es rentré dans les 100, tu te dis, OK, je suis rentré dans les 100, mais j'ai envie d'être tête de série pour les prochaines compétitions. Quand tu n'as pas ça, tu dois défendre des points. Quand tu ne dois pas défendre des points, tu dois aller en chercher pour pouvoir jouer des tournois qui sont un peu plus importants. Elle dit, j'étais quatrième au monde, j'étais frustré, je voulais être numéro un. Donc, il y a toujours de la frustration, toujours des attentes qui sont là, du stress qui vient se mettre en permanence dans tout. Et à la fin, c'est complètement, c'est tellement un job qui est particulier que ça en fait craquer plus d'un. Et Caroline Garcia arrête sa saison aujourd'hui parce qu'elle a un trop plein dans la tête et c'est pas la première. Et il y en a encore beaucoup d'autres qui sont toujours sur le terrain maintenant, mais qui souffrent énormément. On en parlait encore avec Kate. Il y a énormément de filles qui ont l'air tristes, qui traînent la patte, qui sont là parce qu'elles doivent être là, mais c'est pas, non, c'est pas aussi beau que ça en a l'air, quoi. Alors, je dis pas que c'est non plus un enfer pour tout le monde, mais je veux dire, il y a beaucoup de joueurs qui souffrent de solitude et qui ont difficile à s'épanouir dans ce milieu. Et qu'est-ce qui a changé au cours des dernières années? Parce que j'ai pas l'impression qu'avec Steffi Graf, à l'époque, on voyait ça. C'est une bonne question. Je ne sais pas trop ce qui a changé. En tous les cas, ce qui joue énormément, c'est évidemment les réseaux sociaux. Il faut le savoir, mais en permanence, les joueurs qui se font insulter aussi à travers les réseaux sociaux quand ils perdent leur match, parce qu'il y a beaucoup de paris. Donc les gens jouent énormément. Je pense que les réseaux sociaux jouent, c'est sûr. Euh, alors moi, je pense que ça a dû exister aussi, mais qu'on n'entendait pas parce qu'aujourd'hui, les moyens de communication sont vraiment différents. Donc aujourd'hui, dès qu'il y a la moindre petite anecdote ou
le moindre petit souci, ça et là, très vite, ça sort dans les journaux, ça sort sur les réseaux, donc on ne sait plus rien garder. Je pense que voilà, mais cette solitude de l'athlète, elle existe, à mon avis, depuis bien plus longtemps que ce qu'on entend depuis quelques années. La lourdeur du calendrier, c'est pas aussi dû à ça? Parce que c'était peut-être un peu moins intense avant? Certainement, voilà une bonne, ouais, tu as raison Christelle, c'est ça, c'est un bon argument. D'ailleurs, je ne sais pas qui a déclaré, heu, est-ce que c'est Zverev qui disait de nouveau à travers les réseaux sociaux: «Ne va pas jouer en Chine, pour montrer à l'ATP qu'il faut arrêter de nous imposer de jouer des compétitions en permanence». Je ne sais, il y a quelqu'un qui a déclaré ça. Excuse-moi de mon manque de précision. Mais oui, 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 bien sûr, la lourdeur du calendrier n'aide pas. Plus la Coupe Davis ou la Fed Cup, plus les compétitions encore comme par exemple la Rod Laver Cup ou les autres compétitions qui ramènent énormément d'argent. Donc, oui, oui, les joueurs n'arrêtent jamais, n'arrêtent jamais. Ouais, Et ça n'aide pas, tu as raison. et tu parlais de la difficulté mentale tout à l'heure, de Caroline Garcia, mais on bon, il y en a et de toutes celles qui le traversent et par rapport à Grete, tu te disais qu'elle avait aussi traversé des périodes un peu plus compliquées ici, dernièrement, depuis qu'elle est rentrée dans le top 100, que c'était pas évident. Hem, mais finalement, est-ce que tu ne peux pas t'épanouir en tant que joueur en faisant ta carrière aux alentours du top 80? Gagner, ce que tu peux gagner, vivre, décemment avec cette place-là et arrêter de toujours vouloir plus ou bien c'est juste incompatible avec la mentalité d'un athlète de haut niveau? Je pense que si tu fais ça, tu recules. Si tu te contentes d'être heureuse d'être là, la rivalité est tellement forte que si tu ne cherches pas à progresser, tu vas reculer. Donc je pense que c'est pas compatible avec l'état d'esprit. Je ne pense pas qu'il y ait un seul athlète qui soit content d'avoir un classement qui lui permet juste de vivre. Elles veulent et ils veulent tous gagner des titres, avoir un meilleur classement, probablement gagner tous un tout petit peu plus d'argent et améliorer leurs conditions et leur image de marque, etc., etc. C'est pour moi intrinsèquement lié à l'activité, tu vois. Tu ne peux pas juste prester, juste être là, même si ce serait tellement plus sain, évidemment. Donc, je pense que ouais, l'état d'esprit que tu définis là ne peut pas fonctionner avec un athlète qui doit en permanence se remettre en question, s'entraîner, avancer, parce que je viens de le dire, il y a beaucoup de monde sur la route, beaucoup de monde sur la route, et si tu n'es pas vraiment, vraiment armé, entraîné et préparé, tu ne restes pas. Et il y a qu'un seul bout de pain, Phil. Oui, 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 malheureusement, oui. Il y a un bout de pain, une pièce de 2 euros sur la table. Oui, ça c'est triste à dire, mais ta question est pertinente, hein, parce que moi, vraiment, c'est mon cheval de bataille, quoi. Je ramène toujours Kate Minogue sur le jeu et non l'enjeu. Tu vois, on en a déjà beaucoup parlé de ça, hein, Christelle. Donc, je veux qu'elle joue et qu'elle prenne du plaisir et qu'elle développe son potentiel et ses qualités en jouant et en ne cherchant pas à aller chercher 20 points là et 1000 euros ici. Elle n'est pas comme ça. Heureusement, elle n'est pas comme ça. Mais quand c'était pas plus tard qu'il y a 2 jours, on discutait de ça. Ben, c'était suite évidemment au témoignage de Garcia, parce que ça a fait parler évidemment autour de nous. Et j'ai dit, mais ce serait tellement plus simple de faire ce que tu viens de me dire, Christelle, tu vois. Euh, mais en le disant, je me dis, oui, est-ce que c'est vraiment compatible? Et elle me disait, Philippe, moi j'aimerais bien faire ça, mais si je fais ça, je suis 150 dans 4 mois et je suis 200 dans 6 mois et c'est fini, quoi. Et c'est fini. Donc c'est pas moi qui le dis, tu vois. Ils ont besoin de ça pour avancer, les joueurs de tennis. Ils ont besoin de stress, ils ont besoin d'objectifs, ils ont besoin d'avoir ce sentiment de pouvoir se dépasser tout le temps. Sinon, tu n'avances pas. Et par rapport à la lourdeur du calendrier que tu évoques, il y a quand même un paradoxe qui, a aussi, fait un peu parler de lui, hein, je pense plus aux hommes, mais tu vois, on vient de vivre la Lever Cup, là, pendant 3 jours, qui est une date qui, s'est imposée au calendrier des meilleurs, hein, de nouveau, ici, après la tournée américaine. Carlos Alcaraz était présent. Il est le premier à dire qu'il est fatigué, parce que le calendrier est trop lourd, mais ils y vont finalement que pour la gloire, pour l'argent.
parce que c'est Roger Federer, qui est derrière. Heu, c'est ça reste et là, il y a des exhibitions qui vont arriver en Arabie Saoudite, où ils vont prendre je sais pas combien de millions, pour aller jouer, dans ces pays-là. Là aussi, il y a pas toujours, matière à comprendre, leurs décisions. Tout est dit, Christelle, tout est dit. Ils peuvent dire non, mais est-ce que tu dis non à des millions? Moi, je peux pas répondre à cette question, tu vois. Je me suis jamais retrouvé devant la situation. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est des sommes qui sont, c'est irréel les sommes qu'on leur propose, irréel. Alors, ils sont déjà multimillionnaires. Est-ce qu'ils en ont besoin de plus? Mais ça, c'est un débat de société, hein, non? Bah, oui, oui, Est-ce que, c'est tu clair. vois? Oui, mais pourquoi, alors, l'ATP, ne met pas des holà, par rapport à l'organisation d'événements privés comme ceux-là? Mais de quel droit l'ATP ferait ça? Ils n'ont pas le droit. Si toi et moi, on a envie d'organiser un match d'exhibition et qu'on trouve des partenaires de fou et qu'on a 50 millions d'euros à distribuer, moi, tu as envie d'appeler Alcaraz, j'appelle Federer et ils font un petit set à la raquette de Wavre. Qu'est-ce que l'ATP peut venir influencer le truc? Tu vois ce que je veux dire? L'ATP pourra pas bouger et on leur donne à chacun 25 millions. Ils seront là, hein, à la raquette, sur le terrain Ouais. 7. Non, mais plus sérieusement, c'est le sport business, on le sait depuis toujours, et il devrait dire non. Il devrait dire non. Mais je pense que c'est compliqué. Ouais et pour, l'anecdote, je rappelle quand même que, c'est l'équipe Europe, hein, qui a, gagné la Lever Cup. Ça fait, un petit moment que ça n'était plus arrivé. Je crois que c'était la troisième fois que le monde, remportait, la coupe et là, l'Europe a réussi une jolie remontada lors de la dernière journée pour s'imposer, 13-11 et c'est Carlos Alcaraz d'ailleurs qui a été, décisif puisqu'il a gagné tous ses matchs. Je pense que ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du tournoi. À la fin, il remporte 250 000 $. Donc c'est 224 000 €, donc pour chaque joueur de l'équipe gagnante. C'est pas mal quand même, hein. Pour une petite semaine de travail, oui. 3 jours. Oui, une petite semaine, oui. Oui, petite semaine de 3 jours, oui, pardon. Oui, non, oui. Après, c'est vrai que Ah, tu vois, on peut dire, ah, oui, qui va dire non à 250 000 dollars en 3 jours? après, on voit des chouettes choses, hein. Pour nous, public et journalistes, spectateurs, c'est vrai que c'est amusant de voir, des gars, se coacher, qui ont l'habitude d'être rivaux, sur le court. On voit quand même des chouettes images. Là, on a vu Roger dans les tribunes, où tous les joueurs disaient qu'ils étaient quand même, ils sentaient toujours une certaine pression quand ils avaient Roger, dans les tribunes parce que ça restait impressionnant de jouer, devant lui et ça donne lieu, je trouve, à quelques chouettes moments. Oui, je partage ton avis. Cette compétition, elle est très très chouette. Elle est bien plus agréable à regarder que le nouveau format de la Coupe Davis, hein, qui est absolument ridicule. Oui. Tout et tu as suivi un petit peu d'ailleurs, Bologne et nos gars? Oui, évidemment, j'ai suivi, j'ai regardé les matchs quand j'ai pu, évidemment. Zizou Bergs qui a été fabuleux, qui a été vraiment fabuleux parce que en début de semaine, il dit j'aime la pression, l'équipe compte sur moi, je dois faire le travail. Il le dit et il le fait. Et ça, je trouve que je me souviens il y a 2 ans son match en Corée où c'était juste horrible. Le pauvre, il était 4 mètres derrière, il avait eu quelques occasions, là, je sais plus comment s'appelait ce joueur coréen, mais il s'en était pas sorti. Et on voit les progrès qu'il a fait en 2 ans. C'est absolument magnifique. Alexander Blocks aussi, qui est pas passé loin de battre contre l'Italie. Berrettini? Voilà, Berrettini. Et donc on a quand même une belle équipe, hein. On a une belle équipe. Parce que ça fait. Alors malheureusement, ça passe pas contre l'Italie. Mais je voulais voir comment allait se comporter Raphaël Collignon, qui a vécu sa première sélection et il a été vraiment à la hauteur. Même sans David, les gars, ils jouent bien. C'est homogène avec notre équipe de double. Steve Darcy fait un travail fantastique. Donc, quand j'ai vu ça, je me dis waouh, on a vraiment une très très belle équipe de Coupe Davis. Et les gamins là sont pas encore très très connus, mais on a quelque chose qui tient vraiment la route. C'était super, quoi. Pour,
terminer, on va repartir juste sur ce qu'on évoquait au début du podcast, Phil, par rapport à Grete, parce qu'elle nous a sorti deux énormes matchs là. Au premier tour, elle bat Erika Andreeva. Ensuite, elle se débarrasse de la 39e joueuse mondiale, hein, Anastasia Potapova. Et puis, un petit peu étonnamment, forcément, elle perd contre Zhang Shuai, qui a 35 ans. Elle était quoi? Elle était fatiguée, Grete, ou c'est le fait d'enchaîner qui était un peu compliqué? Et tu as vu le match précédent de Zhang contre Navarro qui est 8 au monde ou pas? Non. Zhang lui met 6-4, 6-2, c'était irréel. Et elle a fait la même chose contre Kate Millen, qui n'était pas du tout fatiguée, qui a fait un très très bon match, qui a essayé de chercher des solutions en permanence, mais l'autre marche sur l'eau. Elle a marché sur l'eau contre Navarro et elle a marché sur l'eau contre Kate Millen. 80% de première balle, elle n'a pas raté un retour, pas une faute du fond. Zhang, elle était 20 au monde, hein, donc je veux dire, elle sait jouer au tennis. Ouais, ouais. Elle sait jouer au tennis, hein. C'est pas une fille, ok, elle a l'âge qu'elle a et son classement, parce qu'elle joue avec son classement protégé. Mais honnêtement, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et Zhang était tout simplement meilleur que Kate Millen, qui était à fond, mais l'autre a été exceptionnel. C'est vraiment dommage parce que, comme plein d'autres, je me suis dit, waouh, belle occasion d'être au 4e tour. Et elle n'a pas eu une seule occasion pendant tout le match. Et c'est pas à défaut d'avoir essayé, hein, parce que vraiment, elle a vraiment tactiquement tout essayé, mais il n'y a rien qui marchait. Zhang avait une réponse à chaque fois une réponse. À chaque fois, elle a réussi à contrer Kret. On a vu à la fin dans son speech qu'elle évoquait l'amitié qu'elle avait avec Grete Minen. Elle était assez touchante dans ses mots. Tu sais nous expliquer un peu ce qui les lie et surtout pourquoi elle se retrouve aujourd'hui à la 500e place mondiale. Cette Zhang, elle sortait d'une période vraiment hyper, hyper compliquée. Elle a mis fin à une série de 24 défaites consécutives. Elle n'avait plus gagné depuis janvier 2023 quand elle s'est imposée au premier tour de cet Open de Chine. Oui, alors c'est une histoire aussi très, très, très. Donc, encore une fille qui a souffert d'une dépression, donc, mais qui malheureusement n'a pas pu rentrer en Chine. Alors, elle n'a pas pu rentrer en Chine quand c'était le Covid. Donc, elle a erré en Europe sans pouvoir rentrer pendant plusieurs mois. Ça a été très, très, très difficile pour elle. Elle le dit d'ailleurs dans son speech où elle dit qu'elle était homeless. Tu vois, je sais pas si ça te parle à un moment donné, elle parle Ouais, de ça. ouais. Et ça l'a fait sombrer. Donc, elle était sur les terrains, mais elle ne jouait pas, ce qui explique la raison pour laquelle elle gagnait pas les matchs, parce qu'elle n'en avait pas l'envie, elle voulait pas être là, et donc elle jouait parce qu'elle n'avait finalement rien d'autre à faire. Et donc maintenant, après, elle a arrêté, et donc ce qui fait qu'elle a chuté, et maintenant elle retrouve un peu d'énergie. Mais c'est une fille qui est humainement absolument exceptionnelle, une famille d'une gentillesse. Ce sont vraiment, avec Crete, on se disait, s'il faut perdre contre quelqu'un dans le tableau, ah ben vraiment, c'est contre elle, parce que on le voit dans le speech, elle est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnellement gentille. Et donc la relation qu'elles ont entre les deux, la petite histoire, c'est qu'ils étaient sur un challenger il y a 2-3 ans, et ils devaient c'était même pas il y a 3 ans, c'était il y a 2 ans, enfin juste pendant cette période pré-Covid là, et ils devaient aller de ce challenger vers un autre challenger, mais ils n'avaient pas de moyen de transport. Et donc Kate Minen, qui a perdu son match, a attendu le lendemain qu'elle termine sa finale de double pour ramener dans sa voiture, bien, elle, sa maman et son coach. Donc Kate est restée 24 heures de plus pour ramener et déposer tout le monde au tournoi suivant. Et elle ne l'a pas oublié. Magnifique. Grete au grand cœur aussi alors. Grand cœur, nous les Belges, dans ce monde de brutes. Bon, Phil, je vois qu'il est en Chine 20 heures, l'heure de ton rencard, Lors de quoi, tu de dis? ton souper. L'heure de mes nouilles. L'heure Euh... de... Ouais, je vais aller prendre mes nouilles. Voilà. Mes nouilles à la baguette. T'as déjà pris des nouilles à la baguette? C'est un enfer, ce truc. Moi, je sais pas comment ils font. Il faut aspirer. Mais faire du bruit en mangeant. On fait pas ça, nous, du bruit en mangeant, Christelle. Tu comprends? Ça ne se fait pas. Aspirer les nouilles. C'est pas un aspirateur non plus. Mais c'est ça qu'il faut faire. La coincer entre les baguettes et l'aspirer. Pas chouette. Écoute, j'adore manger avec des baguettes, figure-toi. Ok, ben, prends une soupe. Tu vois, les soupes chinoises, là. Oui.
avec les pâtes dans le fond et les nems de crevettes avec des baguettes. On en reparlera. OK. J'adore manger ta soupe. Moi, je vais prendre tes cuillères et tu vas faire ça avec des baguettes. Ouais, mais je teste. On va voir si tu vas faire la maline. Ramène-moi une bonne soupe de Chine et je te montrerai comme je suis efficace quand je mange avec des baguettes. Allez, parfait. Mieux que monsieur Miyagi. Ah, il attrapait les mouches, hein, lui. Bon, merci Allez, infiniment, Phil, d'avoir pris l'apéro avec moi pour me parler de cette tournée asiatique. Toujours super intéressant de t'entendre sur le sujet. Et puis, ben, écoute, on va suivre les résultats la semaine prochaine à Wuhan. Et ton retour, ben, tu me fais signe et puis on se verra à ton retour. parfait. Au revoir, Christelle. Salut! Ciao, ciao.